Dun, dun, dun. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un épisode qui n'est pas spécifiquement lié à la bière, même si quand même un peu, mais je voulais revenir sur un peu quelque chose qui arrive des fois en dégustation. Si vous êtes plusieurs à déguster des bières ensemble, et qu'un tel trouve que telle bière a le goût de fraise, alors que vous trouvez qu'elle a le goût de framboise, ou si tout le monde trouve une note que vous ne trouvez pas, et que vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que j'ai un palais en carton, ou est-ce qu'ils se foutent de ma gueule, et peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est complètement autre chose. Mais en fait, le goût, en creusant un peu, on se rend compte que c'est pas binaire ou simple, et que c'est pas une science exacte ou empirique. Il y a vraiment pas mal de composantes qui rentrent en jeu dans tous ces mécanismes de goût, et c'est ce que je vais essayer de reprendre un peu dans cette vidéo, et de voir aussi comment ça s'applique au monde de la bière. Alors, je suis pas chimiste ni œnologue, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, que je rattraperai ça plus tard dans une autre vidéo, le cas échéant. Pour reprendre du début déjà, le goût c'est quoi? Alors ce qu'on appelle communément le goût, en fait c'est un abus de langage qui regroupe et l'odorat et le goût. En effet, les capteurs qu'on a des deux côtés sont très différents et captent des choses très différentes et sont complémentaires. Et si par exemple en bouche on s'appuyait que sur les papilles gustatives, on aurait une information qui est beaucoup plus pauvre que ce qu'on a réellement quand on goûte quelque chose. Les papilles qu'on trouve dans la bouche, sans trop rentrer dans leur répartition, elles sont capables de détecter quatre choses: l'acide, le salé, l'amer et le sucré. En fait, il y aura même une cinquième chose qui est l'umami, qui a été découvert en 1908 par le chercheur Kikunae Ikeda, et qui correspondrait en français, ça se traduirait par savoureux, et c'est le goût qu'on retrouve par exemple dans un bouillon de viande qui est très fort et qui est en fait lié au glutamate et aux nucléotides. Ce goût-là, il a été reconnu à peu près globalement vers 1985. Et dans le cas de la bière, c'est pas un goût qu'on croise tous les jours, sauf à mettre vraiment des ingrédients un peu fous dans la bière, donc c'était plus pour la minute culture générale. Et pour ceux qui se poseraient la question, l'épicé ou le pimenté, c'est pas vraiment un goût en fait, c'est le signal qu'on a quand on mange épicé ou pimenté, il vient pas des papilles, c'est en fait un signal de douleur. J'en profite pour rappeler qu'à part l'amertume, dont il a été prouvé qu'elle est plus ressentie par les récepteurs qui sont au fond de la langue, tous les autres goûts sont capables d'être traités par les récepteurs qu'on a un peu partout dans la bouche, de manière à peu près équitable. Mais du coup, ces 5 goûts de base pour reconnaître des saveurs complexes, c'est un peu limité. Si on part du principe, ce qui est le cas, qu'on est capable d'avoir plusieurs niveaux d'intensité sur ces goûts-là, si on prend ces 5 goûts et qu'on dit qu'on est capable d'avoir 10 niveaux sur les 5 goûts, ça fait quand même 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000 niveaux ça fait 10 000 combinaisons possibles de goûts qu'on est capable de détecter. Pour autant, ça marche pas vraiment comme ça. Quand on a un goût de prune dans la bouche, on est capable de se dire que c'est un goût de prune. On passe pas par une étape où on se dit tiens, ça c'est 5 sur 10 en sucre, 4 sur 10 en acidité, donc ça doit être de la prune. C'est quand même quelque chose qu'on a de manière plus... On a une évocation qui est quand même plus précise que ça. De la même manière, on a un goût comme le fumé, on cherche pas, on est quasiment tous capables de reconnaître ce goût, de se dire tiens, ce goût-là c'est du fumé, sans essayer de le décomposer dans ces 5 goûts différents. Et c'est là que l'odorat rentre en action en fait. L'odorat, il nous sert pas seulement à sentir, il nous sert aussi en bouche par le phénomène qu'on appelle la rétroolfaction. En fait, quand on mastique ou qu'on déglutit, on a un espèce de tunnel qui communique au fond de la bouche avec les fonctions olfactives du nez et qui va permettre que les composés volatiles qu'on a en bouche soient traités aussi par le nez. Et ça va nous permettre d'avoir des informations beaucoup plus complexes que ce que les papilles gustatives sont capables de faire, donc les 5 goûts qu'on évoquait juste avant. C'est sûrement pour ça que, pour ma part, sur les finales, ce que j'appelle la finale, donc en fait au moment de déglutir, j'ai souvent des informations beaucoup plus précises qu'en bouche, où je suis capable de trouver ça acide, amer, éventuellement d'évoquer une note, mais je vais avoir des informations beaucoup moins complètes qu'en sentant la bière, et beaucoup moins complètes qu'au moment de la déglutir, où là je retrouve aussi un panel d'informations beaucoup plus complet que ce que j'ai en bouche en fait. Et le nez, du coup, il marche comment? Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je ne les ai pas et que je ne me suis pas documenté spécialement là-dessus, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations dans cette vidéo, comme vous allez le voir. Mais en gros, par contre, dans la bière, en général, ce qu'on arrive à sentir, c'est des choses qui évoquent les fruits, des choses qui évoquent les céréales, des choses qui évoquent des plantes ou des herbes, des choses qui évoquent des épices, et des choses qui évoquent les levures. Je voulais juste évoquer un terme que je croise par contre souvent sur les sites de Beer Geek et que je ne connaissais pas avant, c'est les esters. Alors les esters, c'est une fonction chimique qui va se produire quand il y a une réaction entre des acides et des alcools, et le composé chimique qui en résulte, c'est quelque chose que notre nez va être capable d'interpréter comme quelque chose qui va pouvoir attacher à une odeur connue. Dans le cas de la bière, la plupart des esters, ils sont produits lors de la fermentation.
Il y a plein de choses qui peuvent jouer sur comment ces esters sont produits, qu'est-ce qu'ils font, etc. Dans les exemples qu'on trouve souvent quand on cherche un peu les esters, il y a les odeurs qui sont responsables du goût de cidre, du goût de banane, d'un goût d'alcool trop prononcé. Et il y a des sites à destination des brasseurs amateurs, notamment il y a une page là-dessus sur Happy Beer Time que je vous mets en commentaire, qui reprend un peu toutes ces odeurs qu'on peut retrouver dans la bière, une vingtaine d'odeurs comme ça qu'on peut retrouver dans la bière, et qui explique qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas les avoir et à quoi elles sont dues. Alors du coup, ce qui est assez fascinant avec ça, c'est qu'on se rend compte que des fois des odeurs, même des odeurs que par exemple moi j'aime bien, peuvent être liées à une mauvaise hygiène ou à une mauvaise température d'ébullition pendant le processus de fabrication de la bière, et pour autant c'est des odeurs qu'on peut apprécier, ça peut faire partie du caractère d'une bière. Mais il y a quasiment, en fait, il y a beaucoup d'esters où il y a des raisons logiques de qu'est-ce qui s'est passé pendant l'entreposage des produits ou pendant le processus de création de la bière pour qu'on ait ces esters au nez quand on ouvre sa bière avant de la boire. Donc en bref, alors là je suis pas sûr de ne pas dire de bêtises, mais à chaque fois que dans une bière vous sentez quelque chose qui n'est pas directement lié à un ingrédient qui est dedans, donc des céréales, des choses comme ça, il y a de fortes chances que ce soit lié du coup à ces esters. Ok, donc on a vu que la bouche et le nez bossent ensemble pour nous permettre de ressentir les informations de goût. Ça nous dit toujours pas pourquoi un tel va par exemple sentir de la fraise alors qu'un tel va sentir de la framboise, en dégustant la même bière dans les mêmes conditions. Pour ça, il y a encore potentiellement 2 ou 3 raisons. Déjà, il faut savoir que l'odorat est considéré comme le sens le plus étroitement lié à la mémoire. Quand on renifle quelque chose, c'est aussi la mémoire qui va travailler pour se rappeler où est-ce qu'elle a déjà senti cette odeur et essayer de nous ramener l'objet correspondant qui peut avoir cette odeur. Sauf que si moi j'ai mangé des fraises toute ma jeunesse et que Jean à côté de moi il a jamais mangé de fraises de sa vie, admettons, je dis ça pour des fraises, c'est pas un super exemple, mais il y a des ingrédients qu'on peut ne jamais avoir goûté comme ça, il y a des chances que si moi ça m'évoque la fraise, lui ça va pas lui évoquer la fraise, donc peut-être qu'il va rapprocher ça de la framboise qu'il a déjà mangé parce que cette odeur un peu de fruits rouges ça va lui rappeler la framboise. Si on sent un fruit rouge différent tous les deux, il y a des chances que ce soit plus lié à notre expérience personnelle qu'au fait que cette bière est vraiment exactement ou pas cette note, sachant en plus que ces notes-là, s'il n'y a pas de fraise ou de framboise dans la composition de cette bière, il y a des chances que ce soit des notes justement qui nous seront montées par ces esters, et donc qui soient entre guillemets une odeur un peu plus abstraite que ça, et en ce cas-là, c'est vraiment notre interprétation personnelle qui va mettre le doigt sur qu'est-ce que cette note nous évoque. C'est aussi pour ça que c'est pas mal, des fois en dégustation, de rester plus ou moins d'accord sur le fait qu'on sent telle famille d'odeurs, par exemple du bois, plutôt que vouloir être précis sur du cèdre ou du hêtre, parce que on va plus facilement se mettre d'accord avec quelqu'un là-dessus que sur des choses plus précises, où là il y a vraiment encore plus de vécu personnel qui va rentrer en ligne de compte. Moi par exemple en fleurs j'y connais absolument rien, et en plantes, et alors qu'à force de manger des fruits exotiques et de boire des IPA, dans les bières je suis capable de trouver des notes précises, en tout cas d'avoir l'impression de trouver des notes précises, plutôt cette fois de la Goya, plutôt du fruit de la passion, ce coup-ci plutôt une orange, etc. Pas un fruit exotique, mais bref, c'était un autre exemple. Alors que dans le domaine des plantes, par exemple, je vais plus facilement dire ça sent la plante verte ou ça sent la plante grasse que ça sent exactement telle fleur, parce que ça, j'y connais vraiment rien, quoi. D'ailleurs, si vous regardez mes notes de dégustation, c'est assez drôle, hein, vous le verrez, sur certains fruits, j'ai pas de mal à, en tout cas, mettre des mots très précis de tel ou tel fruit, et sur d'autres choses, je vais dire ça sentait le vert, ça sentait le fruit blanc, parce que j'ai pas forcément travaillé cette mémoire de ces fruits-là au niveau de l'odorat, quoi. Comme c'est lié à la mémoire, on a tous des odeurs qu'on met plus facilement que d'autres. Du coup, par exemple les nez, donc je parle là du métier, pas de l'organe, donc les gens qui sont spécialisés pour reconnaître des odeurs et trouver des compositions des odeurs, etc. Quand ils sont en formation, eux aussi ça arrive qu'ils aient des odeurs que par leur vécu ils vont trouver plus facilement que d'autres, et donc ils vont s'entraîner en fait tous les jours à sentir des odeurs qu'ils ont moins l'habitude de sentir pour être plus aptes dans le futur à les reconnaître. Et plus tard, ils font aussi ce qu'on appelle les gammes, c'est-à-dire que régulièrement, ils vont sentir, j'en sais rien, 100, 200, 300 odeurs pour se rafraîchir tout ça et être toujours capable d'être pertinent quand ils vont sentir une odeur, de remettre le doigt exactement sur « Ah, ça me fait penser à telle chose ».
Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas se décourager si on vient de commencer la dégustation sur le fait de ne pas trouver grand-chose, parce qu'on n'a pas forcément travaillé cette mémoire-là et pris cette habitude de faire bosser sa mémoire pour retrouver à quelle odeur telle chose nous fait penser. Et c'est aussi une super raison pour déguster à plusieurs, en fait, parce que moi, au début, j'ai beaucoup dégusté avec d'autres gens, c'est encore le cas d'ailleurs, parce que je trouve ça plus intéressant, mais du coup, quand on est plusieurs, comme on n'a pas tous les mêmes sensibilités, il y a un tel qui va plus facilement trouver telle note, des notes de biscuit, là où moi je vais trouver du caramel, et l'autre du pain grillé, et l'autre du café. Et ce qui est pas mal, c'est que des fois, quand quelqu'un nous dit « tiens, je sens ça », on va se dire... Moi, ça m'arrive de me dire « bah non, pas du tout, donc je vais pas forcément garder cette info ». Par contre, des fois, ça m'arrive de me dire « ah putain, mais moi aussi, je le sens vachement, mais j'étais pas capable de remettre le nom dessus, et maintenant, ça vient de me le rafraîchir ». Et souvent, les fois d'après, je vais être capable de retrouver ces notes-là qu'un mois avant, je serais passé totalement à côté. Et c'est aussi ce qui explique que parfois j'ai l'impression, une fois que j'ai découvert une note que je ne nommais jamais avant, de l'avoir partout, parce qu'en fait je pense que le fait de ne pas savoir mettre un nom dessus avant, c'est quelque chose que je ne traitais pas correctement, c'est une information que je ne traitais pas correctement, alors que quand ce qui vient de m'arriver là, dernièrement, je commence à trouver une bière où ça sent vraiment la litchi, et ça me remonte vraiment l'odeur de litchi, bah, c'est une odeur maintenant que je vais chercher plus facilement dans les bières, alors je ne vais pas forcément la trouver, mais que je vais chercher plus facilement, alors qu'avant, ça m'arrivait rarement de penser à chercher cette note-là. Parce que des fois ça marche aussi dans l'autre sens, on se dit est-ce que ça sent ça, ou est-ce que ça sent un agrume, etc. Et on va se dire bah non, pas du tout, ah oui, peut-être, etc. Il y a un autre phénomène qui est intéressant aussi, c'est que notre cerveau est capable, ça on le sait à peu près tous, de diminuer, voire de couper une odeur qui est dans notre environnement si on la trouve trop présente ou trop entêtante. C'est ce qui fait notamment que presque personne ne sait exactement comment il sent ou comment ça sent chez lui. Et c'est ce qui fait que des fois, quand on est dans des situations qui puent très fort, c'est insupportable les premières minutes, et puis après on s'y fait un petit peu. Forcément, en partant de ça, ça veut dire que notre cerveau a un impact sur comment il va interpréter certaines informations et être capable d'en couper d'autres. Ça veut dire aussi que si je bois la même bière potentiellement dans un verger qui sent la pomme bien mûre et au-dessus d'une litière qui pue l'ammoniac, il y a des chances que ce ne soit pas les mêmes choses qui ressortent de la dégustation, parce que ces choses-là vont avoir forcément un impact et un biais sur ce qu'on ressent. Alors ça, c'est déjà pas mal de choses, mais est-ce qu'il y aurait que ça? Parce que par contre, si je prends deux méga sommeliers qui ont des diplômes de dingue, qui goûtent exactement le même vin dans les mêmes conditions, qui sont super entraînés pour reconnaître toutes les palettes de choses qu'on va retrouver dans du vin, pourquoi encore ça arrive que ces deux sommeliers, enfin c'est même systématique, vont pas trouver les mêmes notes tous les deux? Il y en a un qui va trouver par exemple quand même des fleurs et l'autre plus du bois, alors qu'il y en a un à qui ça va pas venir à l'idée. Alors pour ça, il y a peut-être encore une autre raison qui a trouvé une explication plus récemment. En 2016, il y a une étude qui a prouvé au cours d'une dégustation de vin qu'a priori notre flore bactérienne, toutes les petites bactéries qui vivent dans notre bouche, influeraient sur notre capacité à goûter. La composition en bactéries de la flore d'un individu, ce que c'est dit dans cette étude, elle est plus unique encore que les empreintes digitales. Par exemple, on sait, pour en avoir déjà parlé avec des dentistes, que quelqu'un qui a des caries à répétition ou quelqu'un qui a des gingivites à répétition, mais pas les deux, chacun séparément, on sait qu'ils n'ont pas du tout la même flore bactérienne dans la bouche. Il y en a un qui va avoir un type de bactéries qui n'aiment pas du tout l'oxygène, et l'autre qui va avoir des bactéries qui aiment beaucoup l'oxygène, etc. Donc on sait que les bactéries qu'on a dans la bouche, elles sont très différentes d'un individu à l'autre. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle montre que ces bactéries, elles sont pas neutres dans le goût, parce qu'en fait, selon ce qu'on met dans sa bouche, il va y avoir des réactions chimiques aussi entre les bactéries et ces choses-là. Et ces réactions chimiques, elles peuvent créer d'autres odeurs, d'autres goûts, et ces choses-là vont varier un petit peu ou beaucoup d'un individu à l'autre, puisqu'on n'a pas, par définition, la même flore bactérienne. Il est donc a priori impossible que deux individus qui font une dégustation même dans les mêmes conditions goûtent exactement la même chose. Du coup, il n'y a pas de réponse parfaite à fournir quand on goûte quelque chose. On va retrouver des grandes familles de goûts, mais il y aura toujours un delta d'une personne à l'autre. Et la même étude montre que ce qu'on vient de manger va aussi modifier cette flore bactérienne, et donc va aussi avoir un impact sur la manière dont on goûte. Ce qui paraît pas illogique, parce qu'on a déjà tous eu le cas de selon les bières qu'on a bu avant, telle bière va pas avoir le même goût, selon ce qu'on a mangé, les bières vont pas avoir le même goût, et pareil, si on vient de se laver les dents, comme en dehors même des arômes qu'il va y avoir potentiellement dans le dentifrice, on a tué une partie de sa flore bactérienne, donc on n'est pas sur les mêmes bases qu'une heure avant.
Et ça pourrait même aller jusqu'à expliquer en partie pourquoi on aime ou pas certaines choses. Parce que si on n'a pas les mêmes flores bactériennes, il se peut qu'en mangeant tel aliment, cette flore-là réagisse et crée des composants qui nous sont désagréables, alors qu'en mangeant tel autre aliment, notre flore réagisse et que la réaction chimique crée des composants qui nous sont agréables, et que ça influe sur, en dehors même des aspects psychologiques de la nourriture, etc., que ça influe sur est-ce qu'on aime ou pas un aliment. Et du coup aussi, comme cette population bactérienne c'est quelque chose de vivant, ça veut aussi dire qu'on n'a potentiellement pas exactement la même capacité à goûter au cours de sa vie. Alors peut-être que dans la même journée ou dans la même période, si on a tendance à avoir la même alimentation, la même vie, etc., on va avoir cette flore va pas forcément beaucoup évoluer. Par contre, si on commence à prendre des antibiotiques, qu'on change complètement de régime alimentaire, etc., ou sur des périodes de 10 ans, il y a des chances qu'il y ait quand même des changements assez importants qui se produisent à ce niveau-là. Du coup, je trouve ça pas mal parce que ça encourage pas mal à se faire son propre avis sur les bières, et on peut lire des dégustations, etc., pour se faire une idée de comment la bière est faite, si elle est plutôt sur les maltes, sur les houblons, qu'est-ce qui marche pas pour la personne qui l'a bu, mais ça enlève vachement aussi ce côté de vérité ultime et de ces sites de notation aussi, où même si la personne qui a fait telle note, qui a mis telle note ou qui a écrit telle remarque, même si c'est le meilleur goûteur du monde, ça enlève un peu du fait de prendre ça tel quel et de se dire peut-être que moi je vais quand même l'aimer cette bière, et donc ça pourrait être intéressant que je la goûte quand même. Et c'était une sacrée longue vidéo, j'espère que j'en ai pas perdu trop d'entre vous. En tout cas, je vous invite toujours à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à me suivre sur Facebook et Insta où je poste des dégustations quasi quotidiennes et où je ne distille pas du coup de vérité ultime du tout. Voilà. Ciao!